Vous êtes sur la Pan-African Media 1, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Après un mandat à la tête des États-Unis, Donald Trump est de retour pour un second et dernier mandat. Sa réélection marquerait un retour d'une politique étrangère imprévisible et souvent controversée. Durant son premier mandat, l'Afrique a été reléguée à un rôle secondaire dans les priorités de l'administration américaine au profit d'une politique axée sur des intérêts économiques et une sécurité nationale des États-Unis. Donald Trump va-t-il revoir sa stratégie politique en Afrique afin de protéger leurs intérêts géostratégiques et géopolitiques? On en parle en première partie d'émission. Quittant les États-Unis, retour en Afrique, précisément en Mauritanie. Le flux de migrants sur le sol mauritanien a atteint un seuil critique. La détérioration du contexte sécuritaire dans la région entraîne une intensification des flux de migrants irréguliers traversant la Mauritanie pour l'Espagne. Comment lutter efficacement contre ce flux migratoire? On en parle en fin d'émission avec mes invités du jour. Il s'agit de Pape Malik Thiam. Vous êtes journaliste spécialisé en relations internationales. Merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation de débrief. Merci Régis, merci de m'avoir invité. Et juste en face de vous, cher Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Toujours un plaisir évidemment de vous recevoir sur le plateau du débrief. Merci Régis. Monsieur, je vous l'annonçais dans mon introduction, nous allons pour cette première partie d'émission nous intéresser à la réélection de Donald Trump aux États-Unis. Cher Sadibou Ndiaye, quelle analyse apportez-vous ou portez-vous sur la réélection, le retour à la tête des États-Unis de Donald Trump? Vous savez, ce retour de Donald Trump n'est pas une grande surprise pour la communauté internationale parce qu'on avait vu le président Biden qui était malmené lors des débats, même au niveau des sondages. On a vu Donald Trump vraiment être dans ces sondages-là. Mais pour vous dire tout simplement que les Américains ont attendu ce retour-là, vraiment. Mais ce qui nous surprend aussi, c'est le score de Kamala Harris. On pensait même qu'il allait y avoir des coups à coups très très serrés. C'était serré certes, mais on a vu à un moment donné Donald Trump prendre de l'écart. Donc ce retour-là, on s'y attendait, mais aussi les propositions de ces candidats-là, parce que Kamala Harris, lorsqu'elle parlait des communautés, Donald Trump parlait des valeurs américaines, parce que quoi qu'on puisse dire, les Américains croient en un certain nombre de valeurs. Les Américains ancrés dans ces valeurs-là, donc Donald Trump les a proposé ces valeurs-là, a renforcé ces valeurs-là, pendant que Kamala Harris parlait de communautés LGBTQ, ainsi de suite, et d'autres communautés qui composent pratiquement, qui sont des minorités au sein de ces pays-là. Donc c'est un retour que tout le monde attendait, même au niveau de la communauté internationale, malgré les dénonciations faites par Obama, parlant de l'ingérence russe. Donc, mais ce qui est vraiment, ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont les Américains qui se sont exprimés de manière libre et démocratique et qui ont vraiment contribué à ce grand retour-là. On parle d'un retour de Donald Trump, hein, c'est un second mandat et le dernier au passage, puisqu'aux États-Unis c'est 2 mandats et pas plus. Rappelons au passage, hein, pour la petite histoire, que Donald Trump aujourd'hui est rentré dans l'histoire également des États-Unis parce que c'est le 2e président à suivre un mandat non consécutif au sein évidemment au sein des États-Unis, hein, parce que le premier c'était en 1885 avec Grover Cleveland. Mon cher Thiam, on parle également d'un retour de Donald Trump, mais axé sur cette politique africaine. On rappelle déjà que lors de son premier mandat, l'Afrique, je l'ai souligné encore dans mon introduction, a été complètement, si on peut le dire ainsi, balayée, hein, par Donald Trump, puisqu'il n'y a pas eu de visite officielle de Donald Trump sur le sol africain. Il y a évidemment les membres de son administration. Avec la réélection de Donald Trump aujourd'hui, mon cher Thiam, quel changement pourrait observer dans la politique, le changement qu'on pourrait observer dans la politique africaine avec le retour de Donald Trump? Peut-être après sa réélection, bon, moi je ne m'attends pas trop à la politique étrangère africaine de Donald Trump voilà, ici dans le continent. Sinon, ce serait une surprise. Mais avec la concurrence, je pense que les États-Unis ne vont pas délaisser le continent avec la Chine, la Russie. Je pense qu'ils vont quand même continuer à investir, continuer aussi de camper un peu le décor, surtout sur le plan sécuritaire, mais aussi économique.
parce que rappelons qu'il y a un programme de 25, un accord qui a duré 25 ans entre les États-Unis et l'Afrique. Et puis, je pense l'année prochaine, ça va prendre fin. Je fais allusion à l'AGOA. Exactement, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, c'est une politique des États-Unis en Afrique. Et je pense sur ce terrain-là, les États-Unis sont prêts à accompagner l'Afrique. Et Donald Trump, dans son premier mandat, disait qu'il ne va pas renouveler cet accord-là. Mais vu la concurrence à côté, je pense qu'il va être obligé de le reconduire. C'est les intérêts aujourd'hui qui guident ce second mandat de Donald Trump. Rappelons que dans le premier mandat, je l'ai encore souligné, l'Afrique, ce n'était pas vraiment une priorité pour Donald Trump. Pourquoi aujourd'hui on aurait l'impression que ça va être le cas à cause de cette concurrence-là avec d'autres puissances? Parce que je pense pas aux questions économiques. Parce que je pense que les questions économiques, c'est un peu accessoire par rapport aux questions sécuritaires. Rappelons que, par exemple, les États-Unis, il y a plusieurs bases américaines en Afrique. Je pense notamment à Djibouti, Somalie aussi, la mer Rouge, à travers l'océan Indien. Donc, ils sont obligés de sécuriser cette zone-là, notamment la concurrence. Il y a des Français en fait qui négocient avec les Djiboutiens pour installer leur base. Il y a des Français aussi à côté, et puis les Russes sont un peu partout, notamment en Afrique centrale et en Afrique australe, un peu en Afrique de l'Ouest. Donc, je pense qu'ils ne vont pas délaisser ce terrain-là aux autres puissances parce que tout simplement, ils sont dans le protectionnisme. Je ne le pense pas. Justement, par rapport à ça, mon cher Sadibou, la Chine, Thiam l'a encore souligné, la Chine est devenue un partenaire économique majeur pour l'Afrique. Comment une réélection de Donald Trump pourrait-elle influencer la rivalité sino-américaine sur le continent africain? Personnellement, je pense que cette rivalité ne sera pas bouleversée parce que les Chinois vont continuer de prendre de l'avance contre les Américains, mais de manière générale contre ces Occidentaux-là sur le continent africain. Vous savez, le monde, depuis l'effondrement du bloc soviétique dans les années 90, avec Fukuyama et Huntington qui nous parlaient du choc des civilisations et de la fin de l'histoire du dernier homme. Donc il y a des bouleversements géopolitiques et géostratégiques qui sont déroulés dans le monde. Vous savez, qu'est-ce qu'a peur le vainqueur? Le vainqueur, il cherche toujours à avoir un autre ennemi. Maintenant, les Américains, ils se sont pavanés un peu partout dans le monde après avoir vraiment terrassé les Soviétiques à chercher leurs ennemis dans le terrorisme, dans l'économie, ainsi de suite. Maintenant, vous avez vu actuellement dans les batailles géopolitiques, ils se battent contre les Russes et pratiquement les Chinois. Maintenant, le terrain africain est utilisé comme un marché, comme un grand marché utilisé par les multinationales occidentales. Je vous parlais même de Walmart, de Auchan et d'autres structures internationales qui appartiennent à la France, à l'Allemagne et d'autres. Maintenant, il y a la pénétration chinoise, il y a la pénétration turque et d'autres multinationales appartenant dans ce sud global, composé peut-être des BRICS, Brésil, Russie, Inde et Chine, qui sont en train de s'accaparer de l'Afrique. Maintenant, ils gagnent des marchés sur le continent africain et ils espèrent dédollariser le continent africain parce que les BRICS ont lancé leur monnaie. Donc, pour vous dire tout simplement que la concurrence américaine sur le continent africain contre les Chinois, je pense qu'elle est pratiquement totalement perdue. Parce que les Chinois, leur méthode d'approche par rapport aux Africains est différente de la méthode américaine. Ce sud global-là est en train de s'organiser actuellement parce que les BRICS, cette nouvelle tendance des BRICS-là à s'approcher des pays africains, il faut comprendre que ce sud global-là est en train de s'orienter vers les pays des BRICS. Parce qu'après ce phénomène de Shanghai-là, lancé par la Russie, avec le regroupement de la Russie, de l'Inde et de la Chine, qui se sont regroupés autour de ce phénomène de Shanghai pour s'organiser, et un plan a été défini, et ce plan est tout simplement réorienté vers l'Afrique, s'accaparer du marché africain. Mais vous l'avez vu, les BRICS sont en train de poser des pas pour avoir leur propre banque, leur monnaie, ainsi de suite. Maintenant, si ça prend acte de manière formelle, sachez que le continent africain risque de sortir vraiment de ce monde dominé par l'Occident, à s'orienter vers pratiquement les pays des BRICS, les pays asiatiques, et vraiment composer un ensemble qui va leur permettre, sur le plan économique, mais aussi sur le plan géostratégique, d'avoir de nouvelles vraiment tendances et de nouvelles orientations sur le plan économique et sur d'autres aspects. Maintenant, je pense que ça risque de freiner pratiquement l'avancée américaine, mais nous le savons, l'Occident, depuis la Seconde Guerre mondiale, a mené des guerres là où ses intérêts ont été menacés. Plus de 11 millions de morts, que ce soit en Afrique, en Asie, dans le Moyen-Orient, ainsi de suite. Donc l'Occident,
toujours pose comme barrière, comme méthode, comme moyen de domination la guerre. Moi, ça, je le dis sans embâche. En parlant justement de sécurité, la transition est toute faite. Mon cher Thiam, M. Ndiaye parlait tout à l'heure évidemment de l'aspect sécuritaire, on y reste. Alors, quelle serait selon vous la position de Donald Trump sur la question de droits de l'homme? Mais on revient d'abord sur l'aspect sécuritaire. La sécurité, on le sait tous, a été un pilier de la politique étrangère américaine en Afrique. Sabibou l'a encore souligné tout à l'heure, en particulier dans la lutte contre le terrorisme. Que pourrait signifier le retour de Donald Trump pour l'aide militaire et des partenariats de sécurité avec des pays comme le Niger, le Mali ou encore le Kenya? Je pense que pour parler de la démocratie, ils s'en foutent un peu les Américains. Hein. Je pense à Trump, ils s'en foutent un peu que l'Afrique soit des pays démocrates ou non. La France tient beaucoup plus ça en compte que les Américains, surtout Donald Trump. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, c'était la pagaille totale quand il était le président. C'était le premier président presque dans l'histoire qui a foutu un peu le... je ne vais pas utiliser un terme, mais qui a un peu chamboulé avec ses militants le Congrès américain. Pour revenir en Afrique, je ne pense pas qu'il va s'occuper de la démocratie. En revanche, sur la question sécuritaire, c'est important pour les États-Unis d'être présents en Afrique, comme je dis, surtout la Corne de l'Afrique, avec ce que je venais de dire tout à l'heure. Il y a une guerre latente entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Somalie aussi, c'est pas un pays en paix avec les Chebabs. Il y a à côté le Soudan qui est une poudrière aussi aujourd'hui. Donc je pense que, et puis à côté, de l'autre côté, quand vous traversez le golfe d'Aden, il y a aussi le Proche-Orient. Donc je pense que c'est une zone où ils sont obligés de sécuriser. L'autre chose, ce sont les ventes d'armes. Il y a eu un embargo contre certains pays. Mais quand Donald Trump est sous Obama, par exemple Soudan, on leur avait interdit d'acheter des armes pour combattre le terrorisme et tout, etc. Mais Donald Trump, quand il est venu au pouvoir en 2016, il a fait sauter le verrou, il a commencé à vendre des armes, notamment aux Nigérians, notamment aussi en Afrique australe, aux Sud-Africains. Donc, pour dire tout simplement que l'aspect sécuritaire, même si on peut dire qu'il y a des bases militaires en Afrique, mais le côté commercial aussi, ça joue beaucoup parce que aussi les Américains vendent des armes à certains pays africains et puis ça compte pour leur commerce. Il est très attendu, Donald Trump, mon cher Sadibou Ndiaye, pour ce second et dernier mandat, notamment en Afrique. Comment soigner concrètement cette diplomatie américaine sur le sol africain? Personnellement, sur le sol africain, vu la position de Donald Trump, de son administration passée, je pense que sous Trump, l'administration américaine, la diplomatie américaine ne cherche pas à être bien perçue. Hein. L'essentiel, ils font ce qu'ils pensent vraiment de manière très concrète. Donc, faut-il s'attendre à un Trump bis par rapport au premier mandat? On rappelle que pas de visite sur le sol africain, contrairement même s'il organise des visites sur le sol africain, mais on sait carrément Trump, la position qu'il a par rapport au continent africain. D'ailleurs, tout à l'heure, ce que disait M. Thiam, les Américains, ils ont combien de bases militaires dans le monde? Ils ont des bases partout. Donc, eux, ils ont déjà dominé le monde sur le plan militaire. Ils sont dans tous les océans, ils sont partout. Pratiquement, ils dominent le monde. Maintenant, le continent africain ne sert que vraiment de marché. Ils sont même désengagés d'Afrique. Parce que souvenez-vous, l'opération Restore Hope avec Farah Aidid. C'est ce qui a même vraiment contribué à cette perpétuation en 1994, excusez-moi, au Rwanda, avec le génocide rwandais, parce que l'opération Restore Hope avait échoué. Donc les Américains sont désengagés du continent africain et n'ont pas voulu s'engager pratiquement militairement au Rwanda pour assister, pour aider à mettre un terme à ce génocide-là. Donc il y a un désengagement progressif sur le continent africain de la part des Américains, mais n'empêche, ils ont vu la concurrence chinoise, l'armée chinoise qui est présente en Afrique, donc qui commence à s'implanter, à avoir des bases. C'est pourquoi les Américains cherchent à revenir. Au Niger, vous les avez vus, on les a pratiquement exclus. Ils cherchent à revenir. Ouais. Donc il y a un désengagement progressif, mais on va voir, est-ce que l'administration Trump va chercher à vraiment coopérer avec les États africains pour revenir en force, s'installer en force? Mais moi, la grande question que je me pose, M. Moukila, c'est que est-ce que nous, Africains,
nous allons toujours rester comme ça, à attendre les autres venir s'implanter chez nous, créer des bases militaires, bombarder des zones, trouver des zones d'influence, continuer à mettre une main basse dans des positions où il y a des terroristes, où nos armées ne peuvent pratiquement même pas intervenir. Donc il y a quelque chose de très grave, il y a des problèmes qu'il faut gérer en interne. Certes, je n'exclus pas la coopération, il faut coopérer, il faut diversifier sa coopération militaire comme l'a fait des pays africains. Je pense que ça, c'est quelque chose de très bien. Mais en même temps, il faut avoir une politique sécuritaire collective au niveau du continent africain qui va nous permettre vraiment de s'asseoir autour d'une table, de mettre en place des mécanismes. Et ces mécanismes-là vont nous permettre d'avoir à contrôler la pénétration de ces armées et l'installation de ces armées-là. Parce que l'armée, lorsque l'armée d'un État s'installe dans un pays de 1960 jusqu'à nos jours, finalement, cette armée est perçue comme vraiment une armée d'occupation. Donc ça vous montre qu'il y a une réorientation qui doit y avoir de la part de nos dirigeants concernant ces partenariats militaires-là, ces accords militaires-là qui permettent aux Américains, aux Français, aux Russes de venir s'installer sur notre continent. Dès lors, il urge pour vraiment ces autorités africaines, je veux parler du président de la République du Sénégal, Diomaye Faye, je veux parler du président de la Mauritanie, du Mali, ainsi de suite. Il faut taire les querelles et mettre de nouvelles bases qui vont permettre de pouvoir faire face à l'administration de Trump, à l'administration de Poutine, à l'administration de Xi Jinping. Il faut toujours voir... À défaut d'attendre, il faudrait que nous-mêmes, nous soyons déjà bien organisés, mon cher Thiam. Mais je pense que c'est impossible. Autant Trump prône le protectionnisme, autant aussi il y a ses conseillers qui lui disent attention en Afrique aussi parce qu'il ne faut pas que les autres vous roulent dessus. Pour dire tout simplement que, comment dire, on dit, j'ai dit tout à l'heure la vente des armes. J'ai dit aussi l'aspect sécuritaire. Mais il y a aussi un aspect à prendre en compte, c'est que les ressources, c'est en Afrique. Et puis les États-Unis ont besoin de ressources pour pouvoir développer leurs industries. Je pense aux terres rares, que la Chine, quand vous regardez dans le monde, il n'y a que la Chine qui en dispose actuellement. Et puis ça n'existe pas aux États-Unis. Donc, dans un autre endroit où il y a ça, c'est en Afrique. Donc il faut venir en Afrique pour pouvoir aussi occuper ce terrain-là. Il ne faut pas... parce que le monde, c'est une compétition aussi. Le fait que vous dites, tout simplement, moi, je prône le protectionnisme, je prône que le nationalisme et tout ça c'est bon, mais aussi parfois il faut savoir lorgner. Regardez vos adversaires et puis ça vous permet de vous projeter à l'avant. Et puis ça c'est important pour moi. C'est pour ça un peu quand vous dites que voilà c'est bien que tout le monde doit penser à soi, mais quand même ils sont pas fous les Américains. Avant ils dominaient le monde. Maintenant ils savent que c'est plus le monde d'avant, mais quand même, il faut contrôler les Chinois, il faut contrôler les Russes, il faut contrôler le Japon, il faut contrôler l'Union européenne, parce qu'aussi sont les grands du monde. L'autre chose, c'est que par exemple, je reviens aux États-Unis, aux Nations Unies, là où tout ça se passe. Les décisions, je parle ça c'est concret, ce que je disais tout à l'heure, c'est concret, c'est sur le terrain, mais sur le plan de la politique pure, si les autres États africains font un peu la tête basse en se disant que nous on va pas rouler avec les Américains, il y a quelque chose qui les attend parce qu'il y a des dispositions qu'ils vont prendre, ce sont les Américains en fait qui mettent leur veto, quelque chose comme ça. Je pense à beaucoup de problèmes par exemple dans l'est de l'Afrique, comme ce qui se passe dans le Tigré, en Éthiopie, au Soudan aussi, parce que les Américains ils disent en 2003 ce qui s'était passé au Darfour, les Américains disaient qu'il faut que vos guerres-là cessent, sinon on ne va plus vous donner des subsides, des aides. Et puis, bon, voilà, avec leurs agences de développement comme l'USAID, donc ils font la pression aux États africains. Et ça, pour moi, c'est une donnée à prendre en compte. Voilà. Ouais, évidemment, où s'ouvrir aujourd'hui, mon cher Sadibou Ndiaye. C'est vrai qu'on parle de Donald Trump également avec cette politique-là.
Tout à l'heure, vous avez abordé un point, notamment sur l'aspect économique, on va y revenir. Mon cher Ndia, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment aujourd'hui, avec l'AGOA, je pense que vous l'avez également souligné, qui a été une source de partenariat économique entre les États-Unis et l'Afrique, la politique de protectionniste soulignée encore par M. Thiam de Donald Trump, pourrait-elle mettre fin ou, on va dire, mettre en péril cet accord aujourd'hui? Bon, je ne pense pas que ça peut mettre ça en péril, mais en tout cas, avec Donald Trump, il faut s'attendre vraiment à tout, quoi. On parle d'une gestion imprévisible. Oui, c'est une gestion imprévisible parce que Donald Trump, il est comme ça. Vous avez vu, même avec le nucléaire iranien, lorsqu'il était venu, il a pratiquement rompu ses accords, ainsi de suite. Mais en tout cas, l'administration américaine est consciente de ce qui se passe actuellement dans le monde. Parce que comme je le disais tantôt, la Chine est en train de prendre vraiment une très bonne partie sur le continent africain. Vous avez vu entre le Niger et le Nigeria, lorsqu'il y avait problème avec le pipeline qui traverse pratiquement le Niger, donc pour venir au Togo ou au Bénin, si je ne me trompe. Donc il a fallu l'intervention de Xi Jinping donc, pour parler au chef d'État là, pour trouver vraiment une solution. Donc pour vous dire tout simplement que sur le continent africain, les Américains savent très bien qu'ils n'ont plus le monopole. Et même les Français qui avaient pratiquement ce monopole-là ont vu leur monopole être même repris par la Russie. Parce que maintenant, la Russie, les investissements russes, l'intérêt russe sur le continent africain tourne autour de 25 milliards de dollars. Donc c'est quelque chose de considérable donc, au niveau de l'Afrique francophone. Donc les Occidentaux actuellement sont conscients que le Sud global, en tout cas, est en train de s'organiser avec ces BRICS-là. Donc il est essentiel de mettre en place des coopérations économiques. Donc ces coopérations économiques vont permettre vraiment aux pays africains vraiment de pouvoir s'en sortir, de pouvoir mettre en place aussi des mécanismes de développement. Parce que aujourd'hui, lorsque vous allez dans ces contrées-là dominées par le terrorisme, dominées vraiment par ces coupeurs de route, des terroristes, des gens vraiment qui veulent déstabiliser ces zones-là, c'est des zones pauvres, des zones où il n'y a pas de développement, des zones où l'État manque, la présence de l'État est rare. Donc il faut que pratiquement ces États-là puissent vraiment revenir à l'essentiel, assister ces zones-là, investir dans le développement, investir dans l'éducation, dans la santé, dans la culture et autres. Maintenant, cela va permettre de booster ces zones-là économiquement. Donc les Américains, sur ce côté-là, ils ont fait, avec le Millennium Challenge, vous l'avez vu, le Sénégal a pu bénéficier de ce Millennium Challenge-là et d'autres États africains. Donc pour vous dire simplement que le potentiel est là, mais comme je l'ai dit tantôt, Trump est imprévisible. Donc Donald Trump, c'est quelqu'un de très imprévisible qui, bon, je ne vais pas dire ça, mais on dirait qu'il n'aime pas l'Afrique. Bon, je ne pense pas que ce soit le cas, mon cher Salomon. Peut-être que ce n'est pas le terme, mais en tout cas, Trump en Afrique, bon, c'est quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, c'est une politique qu'on se pose. Je suis obligé de vous interrompre parce que nous sommes arrivés au terme de cette première partie d'émission. On marque une courte pause, on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission après les États-Unis, cap cette fois-ci du côté de la Mauritanie. Mon cher Thiam, on parle d'un flux migratoire assez important sur le sol mauritanien. Comment expliquer une telle situation aujourd'hui pour la Mauritanie et comment se fait-il que le pays soit aujourd'hui devenu un carrefour en termes de migrants? Non, ça c'est évident, c'est sa position, la Mauritanie, avec le désert du Sahara à l'est, et puis, bon, si ça vous intéresse aussi, le Sénégal, la Gambie, les deux Guinées, les gens qui partent de là pour aller en Espagne, ils passent aussi par les îles Canaries, et je pense que c'est une position stratégique pour les migrants irréguliers. Bon, pour les autres, ils empruntent les chemins normaux, mais quand même ça, c'est sa position fait que tout le monde passe par là. Maintenant, bon, est-ce que c'est comment il faut endiguer ça? Bon, j'ai pas la recette parce que on a fait des tas de politiques qui n'ont pas marché. Ouais. Voilà, ça c'est vrai. Les Européens sont venus ici, on négocie avec les autorités mauritaniennes, mais ça n'a pas marché. Pour répondre à votre question, c'est sa position qui fait que c'est très prisé. Voilà, tout le monde passe par là et puis le désert est là, c'est incontrôlable. Ils n'ont pas les moyens pour pouvoir, parce que pour le coup, la Mauritanie,
un territoire de plus d'1 million de km², donc ils n'ont pas les équipes qu'il faut, les moyens qu'il faut pour pouvoir aussi surveiller le désert, où c'est un boulevard, un no man's land terrible, où tout le monde vient pour passer. Un problème assez, on va dire, intéressant pour beaucoup d'organisations internationales, mon cher Sadibou. Je pense que Thiam l'a également souligné dans son argumentaire. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment le gouvernement mauritanien arrive à collaborer de façon immédiate avec l'Union européenne, déjà souligné par mon cher Thiam, mais surtout avec les pays voisins autour. D'abord, la Mauritanie a une position, comme l'a dit Thiam, géostratégiquement importante. C'est pratiquement la même position que le Sénégal, mais la Mauritanie est plus proche vraiment de l'Europe en passant par les îles Canaries pour pénétrer en Espagne. Maintenant, la Mauritanie a coopéré avec vraiment l'Union européenne et l'Espagne avec le Frontex qui permet à la Mauritanie de mener des patrouilles, donc des patrouilles au niveau des frontières entre pratiquement le Maroc, l'Espagne et pratiquement ce pays-là pour voir les passeurs, les migrants donc irréguliers, comme l'a dit M. Thiam. Donc la Mauritanie est en train de mettre des bases sur le plan régional, mais sur le plan international aussi, avec la coopération avec l'Union européenne, mais aussi avec les pays voisins comme le Sénégal, parce que le Sénégal et la Mauritanie, donc même en marge du sommet de l'OCI, le président Diomaye Faye s'est entretenu avec son homologue mauritanien. Je pense qu'ils ont soulevé beaucoup d'aspects concernant vraiment ces flux de migrants-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, lors de cette coopération-là avec vraiment l'Union européenne et l'Espagne, il y a des patrouilles qui ont été organisées, mais aussi il y a des financements venus de l'Espagne, venus de l'Union européenne pour appuyer la Mauritanie sur le plan logistique avec des patrouilleurs, des avions patrouilleurs, des drones qui vont permettre de surveiller les côtes, qui vont permettre de surveiller ces migrants-là. Maintenant, cela a contribué à l'afflux de migrants dans ce pays-là. Maintenant, l'autre aspect aussi, c'est que l'Union européenne et la Mauritanie ont signé des accords de réadmission, c'est-à-dire ce sont des accords qui vont permettre à la Mauritanie de pouvoir reprendre des migrants que l'Espagne va refouler sur son sol. Donc il y a beaucoup d'aspects qui ont été conclus entre ces deux États-là, mais jusqu'à présent, on voit que vraiment ça ne porte pas ses fruits, ça reste, il y a peut-être des couacs, comme l'a dit M. Thiam, mais n'empêche qu'il faut le dire aussi, la Mauritanie fait des efforts par rapport à tous ces aspects-là pour essayer de vraiment normaliser et essayer de voir aussi comment gérer ce phénomène-là avec ses voisins comme le Sénégal, comme le Mali, parce que beaucoup viennent du Sénégal, du Mali, du Burkina, de la Gambie aussi, donc, et même de la Guinée. Donc pratiquement le Sénégal est un pays qui pratiquement contribue vraiment à ce flux-là. Maintenant, il faut voir comment ces autorités-là vont continuer à coopérer avec les organisations sous-régionales et internationales pour essayer de vraiment résoudre cet aspect-là. On va parler également, mon cher Thiam, de l'aspect économique. Quelles sont ou pourraient être les conséquences socio-économiques de la migration pour les communautés locales mauritaniennes, particulièrement dans les régions frontalières, comme l'a souligné également Sadibou? Pour les migrants. Exactement. Bon, pour les migrants, ce sera un peu difficile parce que, bon, Cher parlait tout à l'heure des modes de recasement, la reprise des migrants que l'Espagne je veux dire, refourguait même aux Mauritaniens. Mais je ne pense pas que ça opère parce qu'il y a beaucoup d'opposants mauritaniens qui sont contre, parce qu'ils disent que les migrants, quand on les recase, ils sortent des territoires balisés pour raqueter les gens, pour amener un peu, comment dire, de l'insécurité dans le pays. Et ça, c'est pas sûr. C'est ce que en Europe, Giorgia Meloni a essayé de faire avec l'Albanie. Et ça, maintenant, c'est une technique que les gens utilisent, mais quand même, tout le monde tout le monde sait que c'est pas un bon moyen de s'en sortir parce qu'il y a beaucoup de dérives après. Maintenant, sur le plan sécuritaire, il n'y a que l'État mauritanien en collaboration avec ses voisins pour pouvoir régler le problème, notamment je pense au Sénégal, pas au Mali, parce que le Mali, je ne pense pas que c'est un pays où, voilà, c'est pas un pays stable où on peut régler des choses. Je pense qu'avec le Sénégal, peut-être un accord... Mais M. n'empêche, les autorités maliennes discutent avec les autorités mauritaniennes concernant ces flux de migrants et autres. Je sais, mais ça... Le Mali est actuellement instable, mais cela n'empêche pas ces États d'entamer des pourparlers. Que ça soit officiel ou officieux, c'est déjà là, c'est pas je sais, concernant ces domaines-là, que ça soit sur le plan sécuritaire, sur le plan même économique et d'autres, malgré qu'il y a peut-être des problèmes diplomatiques, des tensions, mais n'empêche, les États ont toujours des canaux où se parler. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la Mauritanie, sur le plan économique, moi je ne pense pas qu'ils peuvent gérer les migrants parce qu'en fait ils ont signé des accords alors que après ils se sont dit que
on a signé des accords, mais on ne peut pas les respecter parce que tout simplement, il y a des conséquences qu'on ne peut pas contrôler. La semaine dernière, on a arrêté quelqu'un, Mohamed Fatah Ahmed, c'est un commissaire très réputé dans la traque des migrants parce qu'ils ont voté une loi, il y a un tribunal spécial pour quand même traquer les migrants. Lui incarnait, c'était le symbole de la traque des migrants, mais on l'a chopé pour des affaires de corruption avec d'autres policiers. Ça veut dire qu'en fait, l'État mauritanien essaie de faire des efforts, mais est-ce que il peut proposer quelque chose aux migrants qu'il a accepté de recevoir sur son sol? C'est la question qu'on se pose également, Sadibou. Est-ce qu'il faut revoir la stratégie? Parce que des initiatives... je vous dis, il n'y a pas de stratégie définie, de stratégie efficace, très efficace pour lutter contre les migrants. Même si, regardez l'oncle Sam, les Américains. Il y a combien d'Africains quittent l'Afrique, imagine, pour passer en Amérique du Sud, pour entrer aux États-Unis? C'est des millions et des millions. Ouais. Donc, même si un État peut avoir vraiment une politique sécuritaire, une politique concernant ces migrants-là, une politique bien définie qui marche, qui vraiment fait des résultats, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de politique au niveau international carrément définie qui vont stopper ces flux de migrants-là. Parce que le monde marche comme ça. Depuis que le monde est monde, hein, les gens y tournent, que ce soit en Australie, que ce soit en Europe ou en Asie, les gens y tournent. On voit actuellement au Moyen-Orient des pays qui sont en train de se battre pour des problèmes de terre. Ça se voit en Asie avec la Chine et Taïwan. En Afrique aussi, vous avez vu ces problèmes-là. Donc, il faut continuer en tout cas à mettre en place des sphères, des canaux de discussion qui vont permettre vraiment de retrouver la paix et la sécurité. Est-ce que ces canaux de discussion, mon cher Thiam, parce que moi, la question que j'ai envie de poser, c'est quelle action aujourd'hui le gouvernement mauritanien pourrait-il prendre pour prévenir non seulement les violations de droits de l'homme, telles que la détention abusive parfois de ces migrants-là dans d'autres pays, ou encore le refoulement de ces mêmes migrants? Bon, quelles mesures faut-il mettre en place? Bon, je ne saurais trouver la recette, malheureusement. Mais quand même, comme je dis tout à l'heure, ils ont essayé de faire des choses en essayant d'accepter. Et ça, n'importe quel pays ne peut pas le faire. Le Mali ne peut pas faire ça. Donc, d'autres pays aussi. Et ils ne peuvent pas faire ça. Donc pour moi, c'est une responsabilité, le fait d'accueillir des migrants qui sont venus de partout pour essayer de leur donner une nouvelle vie, une nouvelle chance. Le président Ghazouani a essayé de mettre des agences de développement, hein, au-delà de ceux qui sont recasés dans les camps, pour essayer de leur donner quelque chose, voilà, pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Mais ça, c'est très limité, parce que à part l'élevage, la pêche, et puis surtout dans le domaine du commerce, bon, la Mauritanie n'a pas assez de viviers, ressources ils peuvent puiser pour pouvoir aussi donner aux autres. Voilà, c'est ça en fait la limite. Je disais tout à l'heure que le président Ghazouani fait des efforts pour pouvoir donner un second souffle aux migrants, et ça c'est une... Est-ce que ça pourrait avoir un impact aussi socio-économique? Parce que rappelons que en Mauritanie, de ce qu'on a comme retour, parce que pour beaucoup de Mauritaniens, ça commence à un petit peu être compliqué, parce que vu qu'il y a un flux de migrants qui arrivent, derrière ça complique un petit peu aussi. Si les autorités mauritaniennes utilisent l'argent convenablement, c'est possible. Mais est-ce que ça s'est fait? Parce que c'est un pays aussi où il y a beaucoup de corruption, ça aussi, donc c'est un problème. Mais bon, les fonds qu'on leur donne, il faut aussi qu'ils utilisent ça voilà, avec parcimonie, avec aussi intelligence, pour pouvoir aussi faire bénéficier aux gens. Et c'est ça pour moi la bonne méthode pour pouvoir aussi s'en sortir. Est-ce que la bonne méthode aussi, mon cher Sadibou Ndiaye, ce sera aussi l'implication, vous l'avez également encore souligné, des pays voisins, on a parlé du Sénégal, du Mali, la Guinée ou encore de la Gambie. Est-ce que l'une des solutions aussi ne serait pas des solutions plutôt internes de la part de ces pays, par exemple le Sénégal, aussi de renforcer son contrôle au niveau des frontières, par exemple? C'est des solutions tout d'abord endogènes, parce qu'il faut que chaque État puisse vraiment retenir sa jeunesse, sa population, mais en les retenant, en faisant quoi?
comme je vous l'ai dit tantôt, en finançant dans le développement. Parce que, et aussi en revoyant ces accords de pêche, parce qu'on voit des multinationales venues de l'Europe ou des pays asiatiques venir pêcher pratiquement. Et on sait que 40% pratiquement de la population de ces pays-là vivent de pêche, ainsi de suite. Donc lorsque vraiment la ressource est rare, ils sont obligés de vraiment essayer de suivre ce flux de ressources-là, tout en prenant ces pirogues pour rallier pratiquement le continent européen en passant par la Mauritanie et les îles Caraïbes pour entrer en Espagne. Donc pour vous dire tout simplement qu'il y a des politiques endogènes qu'il faut mettre en place, des politiques sur le plan du développement, permettre vraiment à ces pays-là d'avoir une politique endogène de développement en finançant l'industrialisation, en finançant l'éducation. Parce que la base de tout, c'est l'éducation. Parce que dans ces zones-là, on voit que vraiment l'éducation manque, vraiment la ressource manque, l'éducation manque, mais aussi le progrès industriel et l'investissement manquent dans ces secteurs-là. Maintenant, si vous investissez dans ce développement, vous allez permettre à ces populations de rester sur place, d'avoir vraiment de quoi vivre, d'être des salariés, de s'organiser, être dans l'agriculture ou dans d'autres aspects. Maintenant, cela va les retenir, cela va les dissuader, malgré que, bon, jusqu'à présent, ces politiques-là ont été entamées par le Sénégal et d'autres pays depuis des années, mais jusqu'à présent, ça pose problème, donc, là, avec la corruption, comme l'a dit M. Thiam, et d'autres aspects qui font qu'il y a des facteurs bloquants. Donc, jusqu'à présent, on remarque que ça tarde à décoller par rapport à ces politiques endogènes qui ont été mises en place, mais en tout cas, les efforts sont là de la part des pays africains pour vraiment freiner ce fléau. Tarder à décoller, on a un chiffre assez impressionnant, mon cher Thiam. On a près de 200 000 migrants, dont la plupart sont des Sénégalais et d'autres qui reviennent de la Mauritanie, accostés sur le sol espagnol. En 8 mois, 200 000 migrants, c'est énorme, mon cher Thiam. C'est pas plus que ça. Ouais. Je pense que c'est plus que ça. Hein. Mais comme je disais tout à l'heure, bon, ce sont les autorités mauritaniennes qui ont signé ces accords-là pour pouvoir accueillir les migrants. Maintenant, quand vous avez accueilli tous ces migrants, il faut pouvoir mener des politiques qui vont avec. Sinon, si tu ne le fais pas aussi, ça va poser problème. Mauritanie va produire le gaz et pétrole avec le Sénégal, un jugement GTA avec le Sénégal. Je pense que c'est un projet en frein pour le moment, pour d'autres soucis, mais quand même je pense que ça va profiter aux gens accessoirement pour les populations voilà, qui sont venues d'ailleurs, du Sénégal, du Mali, de la Gambie, des autres pays, et puis bon, peut-être ce sont des projets voilà, qui peuvent être exploités par les Mauritaniens et puis par les migrants s'ils restent. Parce que, comme je dis tout à l'heure, comme j'ai dit à l'entame, il y a beaucoup d'opposants qui contestent ces accords-là. Ils veulent démanteler ces camps-là. Exactement, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir participé au débrief. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau, messieurs, Pape Malick Thiam. Vous êtes journaliste spécialisé en relations internationales. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau débrief. Merci aussi, moi aussi, c'était un plaisir. Et en face de vous, cher Sadibou Ndiaye, vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Toujours évidemment un plaisir de vous recevoir sur le plateau du débrief. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Média TV Africa.